Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, format entretien avec encore une fois Sylvain de Zone Subversive. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors aujourd'hui, ça va être un entretien un peu spécial. Je pense que sur les internets, nous sommes les premiers à tenter l'exercice. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, chers amis? On va parler de ce qu'on aurait dû faire en 2018 par rapport à Parcoursup. Et je précise qu'on va, avec Sylvain, énormément parler du. Comment dire, ça va être très Montpellier centré. On va le dire de suite, mais on va essayer de faire en sorte, effectivement, que être le plus universel possible. Je pense que entre les prises de pouvoir, etc., je pense que tout le monde pourrait plus ou moins se reconnaître. Et cette émission, je crains que ça va un peu pleurer dans les commentaires parce qu'on va être sans pitié. Et je tiens à dire, on va être sans pitié avec les pratiques que j'ai pu voir, etc. Et donc, on va même proposer des solutions. On va pas faire que critiquer, on va aussi proposer des solutions. Et ma foi, ça va être extrêmement agréable et ça va nous changer un petit peu à l'extrême gauche de proposer des solutions. Qu'est-ce que tu en dis, Sylvain? Ouais, c'est un beau programme, ouais. Et je l'annonce aussi, il n'y a aucun plan. C'est totalement freestyle parce que vu le sujet, tellement il y a à dire aussi. Donc on ne se ferme pas la porte pour un autre entretien dans le futur, suivant les retours, suivant plein de choses en fait. Et donc on verra bien. Donc Sylvain, à toi l'honneur. Est-ce que tu pourrais un peu remettre un petit peu de contexte, un petit peu historique, un peu social de Mm. 2018 par rapport à Parcoursup? Alors 2018, alors c'est juste après l'élection d'Emmanuel Macron. C'est ce contexte-là de début d'année 2018 où il y a une réforme des universités Parcoursup, donc il y a une espèce d'algorithme de sélection. Que le contexte, c'est quand même il y a eu un cycle de mobilisation étudiante entre 2006 et 2010 du CPE jusqu'à la réforme des retraites de 2010, on va dire. Puis ensuite, il n'y a plus rien eu pendant au moins 6 ans. En 2016, il y a eu un mouvement social, mais qui était très en dehors des facs finalement. Mhm. Que ce soit Nuit debout, les cortèges de tête, etc. Il y avait beaucoup de jeunes, y compris d'étudiants, mais pas vraiment d'universités mobilisées. Et 2018, on arrive un peu dans ce contexte de dépolitisation généralisée. Et alors, pour le côté burlesque, de retour des sectes et des groupuscules d'extrême gauche et de gauche, NPA, Solidaires, syndicats, partis, groupuscules divers et variés, et qui se mobilisent essentiellement contre Parcoursup, qui est un algorithme de sélection. Alors déjà, je pense que pour le cadre théorique depuis lequel on intervient, je pense que c'est bien de préciser que ce qui est important à critiquer, c'est pas tant Parcoursup que la sélection en tant que telle. La sélection dans l'éducation, que ce soit à l'université ou dans tout le parcours scolaire, puisque la sélection, ça a quand même deux fonctions. La première, c'est la reproduction sociale. C'est que finalement, les gens de milieux favorisés, à travers l'école, l'éducation, bah, forment une main-d'œuvre qui est issue de milieux favorisés également. Voilà, cet aspect reproduction sociale. Et l'autre aspect qui me semble aussi très important, c'est celui du maintien de l'ordre, avec les places dans la société qui sont justifiées par le niveau de diplôme. Donc l'université, pour moi, ça c'est quand même ces deux fonctions-là. Et la sélection à l'université, dans l'enseignement supérieur, ça a quand même cette fonction-là. Et malheureusement, la mobilisation prend une tonalité à la fois de où on ne critique pas vraiment la sélection en tant que telle, mais Parcoursup, cette nouvelle forme de sélection qui est quand même pas légitime. Autant la sélection d'avant, c'était pas mal, mais là, quand même, ça devient, voilà, ça nous convient un peu moins. Voilà, il y avait un peu ce discours-là. Et puis l'autre discours qu'il y avait, c'est l'université un peu sanctuaire, temple du savoir émancipateur qui doit résister aux assauts de la marchandise et de la privatisation. Alors que dans le monde réel, il n'y a aucune entreprise qui s'intéresse à ce que font les universités. Voilà, donc cette espèce de posture de défense de l'État contre le marché et de critique d'une forme de sélection, mais pas de la sélection en général.
Effectivement, c'est en plus pour rebondir avec ce sujet effectivement de l'université, la fac, temple du savoir. Il faut savoir qu'à cette période en fait, en 2018, c'est là où j'ai connu Sylvain justement, et je passais le DAU en fait, parce qu'à la base je n'ai qu'un BEP. Et donc effectivement j'avais encore ce gros truc idéalisation très d'extrême gauche, la fac, le respect du savoir, des bonnes autorités intellectuelles. Mais j'avouerai qu'au bout d'une demi-heure passée dans la fac, j'avoue que cette illusion s'était un petit peu évaporée. Je me suis juste dit qu'à un moment donné, en fait, les étudiants, on va pas les diaboliser non plus, on va pas non plus créer un diable ou faire un essentialisme un peu bizarre, mais on va dire que des abrutis, il y en a même en fac, c'est juste qu'avec un master, c'est un peu mieux dissimulé, tout simplement. Mm. Ouais, et puis il y a le mythe aussi, qui est un mythe qui n'est plus le cas, de l'université comme un peu pôle de contestation, hein, notamment de mai 68, etc. Et on s'aperçoit que, alors la sociologie a changé. Je pense qu'il y a beaucoup de précarisation justement de gens à l'université qui viennent de différents horizons, qui sont beaucoup dans une optique de réussite sociale, ce qui n'est pas totalement légitime parce que tout le monde a envie de s'en sortir, d'essayer de s'en sortir, etc. Mais du coup, c'est pas l'université, on va dire petite bourgeoise, de critiquer par les situationnistes de la misère en milieu étudiant. C'est vrai que ça s'est beaucoup précarisé. Et inversement, ça c'est l'aspect qui pourrait dire qu'il y a plus de potentialité qu'avant. Mais inversement, on n'est pas dans l'université avec des débats politiques de haut vol comme en mai 68, avec voilà, comment dire, une volonté de critiquer, de remettre en cause un peu tous les aspects de la société capitaliste. On a plutôt affaire à beaucoup de gens qui ne sont pas forcément politisés, mais inquiets pour leur avenir. Et puis une minorité qui viennent de groupuscules d'extrême gauche, mais qui sont dans le degré zéro de la réflexion théorique. Et en plus, avec effectivement ce côté pédant, où on reprend un peu la posture de l'avant-garde qui sait tout mieux que les autres, alors que, ils savent pas forcément mieux que les autres dans le monde réel, mais ils adoptent un peu cette posture qui est un peu gênante parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'informer assez facilement, même sur les réformes universitaires, on va sur Internet, on trouve plein d'infos. Et prendre les gens pour des débiles, c'est vrai que ça marche de moins en moins aujourd'hui, surtout pour les convaincre de quoi que ce soit. C'est surtout, on va dire, enfin oui, pour rebondir par rapport à ce que tu disais par rapport à 68, j'ai jamais vu à la fac de lettres de Montpellier, voilà, la fin du travail, par exemple, comme il y a pu avoir avec Guy Debord, Ouais, etc. On n'était pas du tout à tout. fait. D'ailleurs, c'était une forme de déception quelque part. Je m'attendais à voir justement un peu, vu que c'était avant ma politisation, j'avais une fascination pour les années 60, pour toute cette culture un peu alternative de protest song, de Bob Dylan, de vieux rock, de Jimi Hendrix, etc. Bon, c'était plus l'aspect musical qui m'intéressait plus que politique, bien que les deux sont liés, extrêmement liés d'ailleurs. Mais voilà, il y avait un peu ce truc un peu des gens brillants, cheveux au vent, qui déplatéraient des théories révolutionnaires absolument fascinantes et implacables de rationalité. Mais à un moment donné, en fait, j'ai pas vu ça à la fac, entre guillemets. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu finalement très 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 peu de gens politisés réellement qui s'intéressaient vraiment à la théorie politique, à la théorie critique du capitalisme, etc., etc. À la limite, ce que j'ai vu, c'est des gens qui sont politisés sur leurs propres intérêts. Par exemple, s'ils sont prolos, ils vont que s'intéresser à la lutte des classes. S'ils sont des nanas, on va dire, qui sont uniquement intéressés par la lutte féministe, etc. Ce qui en soi n'est pas mauvais en soi, mais disons que si on veut vraiment remettre en cause la société tout entière, il faut effectivement faire une critique totale, à la fois lutte des classes, féministe, antiraciste, etc., etc. C'est anti-cis, enfin bref, vous connaissez ça, tout ça mieux que moi, chers amis, vous qui écoutez. Donc voilà, donc à un moment donné, j'ai plutôt vu à l'extrême rigueur peut-être des gens peut-être spécialisés dans leur petit sujet, à la rigueur, mais pas dans une critique totale. Tout à fait. Ouais. En plus, c'est un problème que la critique sociale et la plupart des bouquins de la production intellectuelle aujourd'hui dans la gauche radicale viennent d'universitaires avec... moi, je suis assez d'accord pour dire qu'un des problèmes, c'est cette espèce d'hyper-spécialisation avec chacun est spécialisé dans son domaine très très précis,
Voilà, dans une discipline, sur un sujet particulier. La thèse, c'est un peu ce principe-là. Et du coup, aucune vision d'ensemble. Là, c'est vrai qu'on retrouve un peu ça. Hein. Les gens le mot d'ordre, c'est souvent l'université, sans s'interroger sur la place de l'université dans la société, notamment son rôle de sélection sociale, Mhm. sur voilà, le rapport même hiérarchique entre profs et étudiants, étudiantes, etc., n'est pas du tout questionné. Enfin oui, on n'est pas du tout dans une réflexion d'ensemble. On est plus dans l'addition de réflexions hyper spécialisées. Et ça, c'est le cas à l'université, malheureusement un peu dans tout ce qui se fait en termes de production théorique De, en France. de toute façon, c'est un peu c'est pas une, comment dirais-je, c'est pas, enfin, pour en tout cas, il y a pas, comment dirais-je, il y a pas une attention vraiment précise, on va dire. Enfin, les militants ne font que reproduire l'hyper spécialisation des cursus de la fac aussi. Mmh, Quelque part, ils font que tout à fait. reproduire ça. Enfin, Ouais. c'est pas de leur faute. Il y a une part un peu d'individualisme dans tout ça, mais pas uniquement. Il y a aussi des effets de structure, etc. Et finalement, vu que le militant d'extrême gauche en général, c'est plutôt un militant de fac, on va dire ça comme ça, qui a un gros Mmh, capital culturel, ou en tout cas censé en avoir un, on va dire ça comme ça, et il fait que reproduire le savoir hyper mmh, spécialisé des facs, hyper fragmentaire en fait. Et là où, par exemple, c'était un des aspects, on va dire, révolutionnaires de Karl Marx, il s'est rendu compte que la philosophie était à elle seule insuffisante pour critiquer la société. C'est pour ça qu'il a ajouté l'économie et l'histoire. Et que c'est mmh. un des quatre pères fondateurs de la sociologie. Bon, enfin bref, on va pas faire un cours là-dessus. Mais voilà, c'était voilà, pour la mise en place, on va dire, comment dirais-je, le contexte social de 2018. Et donc, est-ce que tu peux décrire comment le blocage à Montpellier, enfin, moi, j'étais pas là en ce moment-là, je suis Mmh. venu qu'après, mais comment il s'est un peu, comment il s'est constitué à la base de la base, en fait. Alors, le blocage, pour reprendre un peu l'historique de ce qui est appelé la mobilisation, Mhm. je crois que ça commence début janvier 2018, hein, dans mon souvenir, très tôt, avec un petit groupe de militants, hein, qui sont des militants dans des groupuscules politiques, idéologiques ou folkloriques, Mhm. qui se réunissent et avec l'idée de construire une mobilisation. Alors, construire une mobilisation, c'est la posture un petit peu avant-gardiste, où on considère les gens comme des blaireaux, et on va leur apporter le savoir, leur expliquer la vie, leur dire il faut se mobiliser. Oui, c'est un peu cette posture-là. Mhm. Donc souvent, ça marche assez peu, ce type de posture. Sauf que là, quand même, ça rentre un peu en résonance avec des vraies inquiétudes dans la population étudiante sur leur avenir, sur quelle place ils auront dans la société, notamment une place au rabais, pas du tout en conformité avec le niveau de diplôme, etc. Est-ce qu'ils pourront même accéder à un diplôme? C'est pas évident. Euh, voilà, donc il y a toutes ces préoccupations-là. Et donc les petits groupes d'extrême gauche font une mobilisation étudiante qui ne change pas du tout dans sa forme depuis je sais pas, une vingtaine d'années. Ça prend la forme Assemblée générale, comité de mobilisation. Et c'est assez facile à comprendre, c'est-à-dire que ça correspond un peu au fonctionnement de l'État, où il y a l'Assemblée générale qui correspond au Parlement, avec des débats entre différents partis politiques, plus ou moins intéressants, souvent soporifiques. Ça ressemble un peu à Public Sénat. Mhm. Et puis, il y a l'aspect COMOP, qui est un peu l'organe plus exécutif, plus du gouvernement, qui va interpréter les lois, les motions qui ont été votées par l'Assemblée générale et qui vont les mettre en application. Voilà. Donc ça prend un petit peu ce type de forme, Mhm. avec le problème, moi, que je considère assez central, c'est que ce serait totalement assumé, pourquoi pas. Le Mhm. problème, c'est que les militants appellent ça l'autogestion. Euh, et du coup, ou la démocratie directe, ça dépend des cultures politiques. Sans prendre en compte qu'il y a quand même, je sais pas, dans ces assemblées générales, il y a 1000, 1500, 2000, même 3000 au plus fort de personnes. Et sur ces 3000 personnes, il y a au mieux une vingtaine de personnes qui s'expriment. Donc, en termes d'auto-organisation, de prise en main de la capacité de décision, voilà. Donc, les gens s'expriment essentiellement par le vote.
voilà, qui est le mode d'expression privilégié, mais s'exprimer pour porter un débat, pour faire part d'une idée, d'une proposition d'action, de demander un soutien éventuellement quand on vient d'une autre lutte ou d'un autre secteur. Tout ça n'est absolument pas envisagé. Et il y a même ce qu'ils appellent un bureau. Ils appellent ça eux-mêmes un bureau, donc qui rime avec bureaucrate, qui est chargé de canaliser un peu tout ça avec un côté très impressionnant où les gens doivent parler à la place du prof. Donc voilà, il faut déjà se prendre pour un prof d'université pour prendre la parole, avec un tour de parole où quand on demande à parler, en général, on nous accorde la parole 1 heure après, donc il faut avoir bien noté ce qu'on disait et bien le débat, donc ça crée des espèces de décalage ou de prise de parole juxtaposée, mais pas vraiment de débat structuré. Et donc, il y a toute cette espèce de formalisme qui, en fait, empêche de s'organiser concrètement, quoi, de lancer des actions, de proposer des actions, voilà. Et puis, le tout est suivi par un comité de mobilisation qui est beaucoup plus restreint, là, du coup. C'est une trentaine, une quarantaine de personnes. En général, les mêmes personnes qui parlent en AG, comme par hasard, et qui dirigent le bureau. Qui appliquent les décisions qu'ils ont eux-mêmes proposées à l'Assemblée générale, avec des interprétations assez libres d'ailleurs des décisions prises. Voilà, donc c'est ce mode d'organisation qui est appelé la mobilisation étudiante. Et ensuite, on pourra parler de ce qui aurait été possible de faire ou plus intéressant comme forme, comme pratique de lutte. Mais ensuite, pour revenir dans... Alors, je ne sais pas si tu veux témoigner de Ouais. tout ça, de faire des observations. Si justement le côté, il y a un côté vachement impressionnant, comme je me mets toujours je pense toujours à, comment dirais-je, à quelqu'un qui débarque et qui voit tout ça, qui a jamais allé dans un amphi de sa vie, ça a été mon cas, et qui voit une centaine de personnes, 200 personnes, suivant la taille de l'amphi, et faut prendre le micro et faut s'exprimer de manière distincte face à 200 personnes. Il y a un côté assez impressionnant, même pour quelqu'un qui n'est pas forcément timide à la base comme moi. Ça a été, il y a tout un délire procédure, il y a tout un, il y a, qui au premier abord en fait peut sembler séduisant aussi. L'AG, on discute, etc. Mais finalement, ça tourne vite au côté soporifique, il y a un côté extrêmement procédurier dans tout ça, qui m'avait un peu interpellé et qui, je trouvais enfin, j'ai pas trouvé la chose très vivante en fait. C'est-à-dire, c'était voilà, procédurier, c'était très soporifique, et les quelques débats intéressants étaient vite évacués. Et en fait, il n'y avait pas d'entrain, c'était mort en fait. Les quelques entrains qu'il y avait, c'était sur autre chose, c'est-à-dire sur comment on va dire créer la nourriture, qu'est-ce qu'on mange ce midi, comment on va récolter les aliments à un moindre coût, etc., etc. Là, limite, il y avait plus d'entrain, il y avait plus de débrouille, mais sinon sur le fait, ouais, on arrive dans une fac, machin, on voit le truc, on voit la mobilisation, on voit les blocages, on voit l'amphi. C'est pour un premier abord, c'est assez impressionnant, et finalement, on se rend compte que c'est assez mort en fait, qu'il n'y a pas vraiment d'engouement. Il y a pas une espèce de truc dans l'air qui fait que il se passe quelque chose. C'est plutôt mort. Enfin, moi, je l'ai ressenti plutôt comme ça, que c'était plutôt mort. Et effectivement, et c'est pourquoi aussi, je voulais préciser pourquoi cet entretien, pourquoi on se met à parler du mouvement 2018, parce qu'on va parler du politique, mais pas comme c'est écrit dans les livres. Là, ce qu'on va parler avec Sylvain, c'est de la pratique politique, j'en dire réelle en fait. Ce qui n'est pas inscrit dans les bouquins des conseils ouvriers ou dans... voilà, c'est pas inscrit dans le cursus de l'histoire des idées politiques. Donc là, c'est plutôt voilà comment la politique se pratique à un niveau assez banal en fait. Et le truc, c'est voilà, comment on peut faire mieux la prochaine fois. C'est ça le but. Le but, c'est de ne pas de dire à quel point ouais, les comme mob, ils sont bureaucratiques, ils sont nuls, ils sont chiants. Voilà, et c'est des autoritaires. Le but, effectivement, c'est un peu ça. Mais le but aussi, c'est qu'est-ce qu'on aurait dû faire, et on va effectivement proposer quelques solutions. Mais enfin bref, c'est pas encore le moment. Mais voilà, c'est comment aussi, peut-être Sylvain, tu pourrais nous dire comment en fait ce Commob à Montpellier, d'où il vient précisément, quelle est sa légitimité, disons le mot, lâchons le mot. Ah ben leur légitimité, si on est méchant, c'est d'avoir lancé plein de mobilisations qui ont échoué. Et donc, ils sont légitimes dans ce sens, puisqu'ils ont sans cesse lancé des trucs qui ont échoué. Quand ça a réussi, ils disent ah, ben, c'est grâce à nous. Puisque pour une fois, ça réussit. Et moi, je suis
un petit peu spontanéiste. Donc, je pense qu'il y a un et marxiste aussi. Donc, je pense Oui. qu'il y a un contexte social, politique, etc., qui font que les mobilisations échouent et donc pas forcément le talent des gens qui sont au table café. Mm. Euh, mais donc voilà, il y a un peu cette légitimité parce que ce sont des militants considérés comme tels, comment dire, ils s'expriment à l'Assemblée générale pour décrire ce qu'ils appellent le processus de privatisation des universités. Donc là, comme j'ai dit, c'est pas exactement la même analyse que j'ai de l'université. Pour moi, c'est pas un processus de privatisation du tout, mais bon, admettons, hein, avec des discours par ailleurs plus ou moins complotistes. Hein. Il y aurait des tentatives de rapports confidentiels de l'Union européenne, de je ne sais pas trop qui, de Jacques Attali en général, Oula. qui auraient organisé la privatisation des universités. Et même si à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, vous allez voir bientôt, voilà, ça prend un peu cette tournure-là. Donc leur légitimité vient essentiellement d'une posture complotiste gauchiste. Voilà, mais sinon, j'en vois pas Bah, d'autres. Alors ensuite, c'est vrai que c'était des gens, comme j'ai dit, qui étaient mobilisés bien avant qu'il y ait des assemblées générales massives, bien avant qu'il y ait des blocages, des grèves. mm. Donc voilà, ça vient un peu de là, leur légitimité. Pour en avoir parlé un peu la semaine dernière avec toi, je crois que tu les avais vus juste en face de la bibliothèque universitaire en train de distribuer des tracts un peu avant, tu vois, Mhm. enfin c'était un peu limite leur légitimité, elle vient de là en fait, tout simplement quoi. Et c'est leur légitimité dans ce qu'on avait parlé la semaine dernière, c'est ils ont eu l'idée de d'avoir monopolisé le mouvement en premier. Ouais, voilà, il y a un peu ce côté-là de distribution de tracts, de table café. D'ailleurs, bon, je pense qu'il y avait un problème il y avait un problème pour discuter avec les gens. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment on a des tracts et on va parler aux gens. C'était plus on fait des tables d'information et on attend que les gens viennent nous poser des questions pour qu'on les éclaire. Donc il n'y avait pas grand monde qui venait en fait à ces tables d'information. Et le mouvement a pris de l'ampleur. On pourra en parler, on parlera plus tard, mais en Mhm. général, ce type de mouvement prend de l'ampleur quand il y a un mouvement de grève et de blocage. C'est vrai. Voilà, c'est pas comment dire les militants qui mobilisent énormément de monde qui font ensuite qu'il y a une grève et un blocage. Mhm. C'est le fait qu'il y ait une grève et un blocage qui font que les gens n'ont plus cours Mhm. et n'ont rien d'autre à faire à part venir en amphithéâtre pour écouter ce qui se dit. Voilà. C'est vrai aussi, ouais. Mais voilà, tout ça pour dire aussi qu'ils n'avaient pas plus de légitimité qu'un autre, mais ils ont eu la bonne Mmh. idée d'avoir voilà, agi les premiers, d'avoir fait le Ouais, commode ouais. en premier. C'est juste ça Mmh. aussi, Tout à je fait, voulais ouais. tenir à souligner, parce que c'est un aspect, moi, qui m'avait un petit peu, je me suis dit, si, un peu dans un réflexe un peu d'ouvrier, quelque part. Ah, si le chef, il est chef, c'est qu'il le mérite, hein, quelque part. Hein. Mais en fait, je me suis Mmh. dit un peu naïvement ça, en plus, hein, et je m'en veux d'avoir été aussi naïf. En fait, ils n'avaient strictement, d'un point de vue, ils n'avaient pas plus de culture qu'un autre, ou qu'une Mmh. autre, ils n'avaient rien de particulier, ils ont juste agi les premiers. C'est peut-être leur mérite et peut-être c'est le seul quelque part. En tout cas de mon point de vue. Moi, je rajoute quand même que ça pose un problème parce que ce que tu décris, son chef, Mm. ils sont là, c'est sans doute parce qu'ils ont de bonnes raisons d'être là. Mm. Malheureusement, c'est ce que pensait beaucoup de monde. Bah, Beaucoup de moi y gens compris, à ouais. la fac pensaient ça. Mm. Et avec un réflexe de délégation. De Mm. dire, ah ouais, quand même, ils font des beaux discours, ils savent de quoi ils parlent, on va les laisser faire, on leur fait confiance. Notamment quand il y a eu le blocage illimité qui a été décidé, c'est là où ça s'est vu vraiment de manière criante. Mm. C'est que les gens ont déserté la fac, ont pris un peu des congés pour pouvoir travailler, etc., faire leur job étudiant, faire des heures supplémentaires, etc. Et on dit, bon, ben, on leur fait confiance pour la mobilisation. Et c'est vrai que ça a été un petit peu, c'est un réflexe bon, qui est absolument naturel et qui s'explique de manière sociologique, de délégation, de dire, Ouais. voilà, ils parlent bien, ils ont l'air de savoir comment s'y prendre, on va les laisser faire. Voilà. Plus, alors ça c'est un autre aspect, c'est que le COMOB est quand même aime bien son petit pouvoir et à travers tout un tas de formalismes aussi, essayer de dissuader les gens de venir s'impliquer dans la mobilisation également. Donc notamment votre cher serviteur qui voulait créer un média pour communiquer justement sur ce qu'on faisait. Mm. Bon, intelligemment, j'entends, pas de manière totalement n'importe quoi. Mais effectivement, ils ont laissé le truc un petit peu mourir de lui-même en fait par un Mm. non-soutien assez criant quelque part. C'est Ouais, ouais. enfin, on va en C'est parler. leur méthode, c'est de dire
En gros, effectivement, on peut proposer des choses, mais s'ils n'ont pas décidé que ce serait mis en application, ben, ça ne va pas se mettre en application. Ou bien, alors il y a également la rhétorique. Je me souviens en ce qui te concerne, c'est il faut passer par telle commission communication, Ah oui, c'est vrai. avoir l'homologation officielle du COMOP si jamais tu veux faire un truc. Bon, ce qui est assez gênant parce que, ok, si tu portes une parole collective, c'est bien d'en discuter avec d'autres personnes, etc. Et de savoir quel est l'espace aussi dans lequel on peut discuter, quelle parole collective on peut porter. Mais si c'est juste contribuer un peu à la diffusion du mouvement, de dire aux gens de donner envie d'y participer, etc., je pense qu'il n'y a pas d'homologation de quelque politburo à avoir. Non, c'est ça aussi que je voulais dire, les gens qui enfin les gens qui nous écoutaient, si jamais vous vous retrouvez dans ce genre de blocage, etc., vous-même vous pouvez y aller, vous êtes au chômage, vous avez 20 ans, retournez à la fac, puis en même temps, voilà, c'est à un moment donné, si vous voulez vraiment vous impliquer dans ça, donc durant un blocage, le ComMob, ce n'est pas votre ami. C'est si jamais, partez du principe que si vous faites rien, il va rien se passer. C'est ça Mmh. aussi, c'est Ouais. le message que je dis, c'est bon, je dis pas qu'il faut les frapper, les insulter, etc. Je dis qu'à un moment donné, partez du principe qu'ils vont pas vous aider, tout simplement. Et qui Mmh. voire même vous mettre des bâtons dans les roues. Donc à un moment donné, si vous n'êtes pas hargneux de base ou ambitieux dans ce que vous voulez faire Mmh. pour le mouvement, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe comment, etc. Je dis qu'à un moment donné, dans cette proposition de comment on communique un mouvement, et bah si vous n'êtes pas un minimum hargneux et volontaire de base, et si vous vous fiez bêtement à ce que le commode quand même, et il est honnête, hein, ils sont là pour que la lutte avance, et bah premier piège. Ce n'est, Mmh. ce n'est pas forcément le cas, et c'est même très loin d'être le cas, tout simplement. Ouais, ouais, non, mais en général, il faut se méfier de tous les principes de délégation, hein, quand il y a des gens qui ont une position de pouvoir dans n'importe quelle lutte, d'ailleurs. Je pense que les luttes aussi, elles sont dynamiques parce qu'il y a le plus gros de monde qui s'implique dedans. Ensuite, c'est très difficile de s'impliquer à titre individuel. Et moi, ce que j'ai observé de gens qui tenaient tête au COMOB, ou en tout cas qui agissaient quand même malgré les mises en garde du COMOB, c'est des gens qui arrivaient avec déjà un groupe d'amis, de collègues, de gens dans leur promo, etc. Donc 3-4 déjà, et qui disaient, bon, ben, nous, on va faire ça, qui mettaient un petit peu le COMOB devant le fait accompli. Et du coup, avec ce type de démarche, ouais, des choses se faisaient. C'est vrai. Si on arrive individuellement pour essayer de s'impliquer, malheureusement, c'est assez compliqué. C'est la structure en face, elle est beaucoup trop forte et on a affaire à des gens qui Mm. sont assez habiles mine de rien, qui ont vraiment un talent. C'est vraiment enfin, pour vous étouffer. Il y a vraiment ce côté un peu boa qui vous voilà, qui vous étouffe en fait, tout simplement quoi, Mm. sans bruit. Et donc passons, enfin là je sens qu'on va glisser sur les solutions, mais reprenons en fait par rapport à Montpellier, reprenons la chronologie. Donc il y a eu la mobilisation. Et pour toi, quel est vraiment a été le, enfin je pense j'ai la réponse aussi, mais je te la pose quand même, qui a été le déclic en fait du blocage de 2018 par Paul Valéry? Ça a été quoi vraiment le avant et le après où là il y a eu une grosse mobilisation? Alors, il y a eu effectivement des votes de blocage qui ont été décidés, notamment de blocage de quelques jours, etc. Avec occupation de l'amphithéâtre principal. Et puis effectivement, le tournant, c'est cette fameuse journée du 22 mars, qui était une journée interprofessionnelle, alors non pas interprofessionnelle, grève de la fonction publique, je crois, Mhm. dans lequel le mouvement étudiant a décidé de participer à cette manifestation. D'ailleurs, je pense que c'était assez pertinent, euh, y compris avec un mouvement lycéen aussi qui est très fort. Et ce qui s'est passé à Montpellier, c'est qu'il y a eu un gros cortège de jeunes qui est allé en tête de manifestation, qui a pris la tête de la manifestation, qui ensuite est allé à la fac de droit. Alors là, pour l'anecdote croustillante, les syndicats d'enseignants, je crois SNESUP, Sud Éducation, avaient demandé l'autorisation à la fac de droit de louer un amphithéâtre, enfin de prêter, d'occuper un amphithéâtre le temps d'une assemblée générale. Alors, je ne sais pas par quel miracle ils l'ont obtenu. Mais du coup, cette assemblée générale, il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de lycéens, etc.
Et dans la ferveur, l'enthousiasme, après une belle manifestation interprofessionnelle, il a été décidé d'occuper cet amphithéâtre, donc l'amphithéâtre principal de la fac de droit. Et à partir de là, bon, il y a quelques personnes qui sont restées. Autour, juste après l'Assemblée. Alors, pendant l'Assemblée générale, il y avait des personnes, des militants d'extrême droite, plutôt étudiants, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu, qui perturbaient le bon déroulement de l'AG, etc. Ce qui a contribué d'une certaine manière à échauffer les esprits, à ce que les gens disent bon ben si c'est comme ça, on va occuper euh, l'amphithéâtre. Moi j'ai vu ça un petit peu Oh, cet l'effet aspect-là. stressante, quoi. Donc la méthode pour casser le mouvement de la part de ces groupuscules d'extrême droite n'a pas fonctionné. Ils sont restés un petit peu après, à la sortie de l'Assemblée générale, pour discuter avec les gens, pour dire mais non, c'est pas possible, vous pouvez pas occuper, machin. Donc il y avait des professeurs, des profs de droit qui venaient, le doyen également, Philippe Pétel, qui était présent pour dire non, mais c'est pas raisonnable, etc. Vous pouvez pas faire ça, vous n'avez aucune légitimité. Ici c'est chez nous, en gros, voilà. Bon, discussion, débat inintéressant. Et puis, ensuite, plus tard dans la soirée, les gens apprennent, je ne sais pas comment, que le doyen de la fac de droit a décidé d'appeler le préfet pour que les forces de l'ordre interviennent pour évacuer l'amphi. Et le préfet a dit bon, écoutez, j'ai d'autres problèmes, c'est pas vraiment ma priorité, donc débrouillez-vous. Et à partir de là, un petit peu, quelques heures après ça, au moment où il y avait plus grand monde dans l'amphithéâtre, voilà, où la situation paraissait très calme, il y a un groupe, alors tout le monde a vu les images, hein, il y a un groupe armé, cagoulé, avec des palettes en bois, qui est entré dans l'amphi pour tabasser les gens, plutôt que de leur demander de sortir gentiment, ce qui aurait pu se faire. Donc, de manière assez violente, Oui. les gens en sang qui ont témoigné ensuite à la télévision, voilà, de l'agression violente. Euh, Et la violence de cette agression a évidemment choqué tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est en particulier les étudiants et étudiantes de Paul Valéry, où il y avait quand même une mobilisation depuis quelque temps, etc. Les gens se disent, là, ça devient quand même un peu sérieux. Et je pense que pas mal de gens se disent, ah, mais si quand même, il y a des nervis d'extrême droite qui viennent leur péter la gueule pour briser le mouvement, c'est peut-être que ce mouvement n'est pas totalement inintéressant et qui commence à déranger un petit peu. c'est quand on se fait frapper que ça devient intéressant. Bordel, c'est culture du martyr. Ouais, ouais, ouais. Bah, ensuite, je pense qu'il y a le côté Confrontation le peut-être. fascisme. Comment? Confrontation avec le fascisme. Voilà, bon, il y a le côté antifascisme, etc. Voilà, le fascisme est à nos portes, il faut agir, on ne peut pas laisser faire ça, etc. L'espèce d'indignation citoyenne basique. Mais je pense qu'il y a un côté, ouais, là, ça devient sérieux, quoi. Il se C'est un passe un mouvement vrai qui truc. commence à inquiéter pas mal de monde, à commencer par les fascistes, à commencer peut-être par le gouvernement. C'est dans ce mouvement-là, alors on le saura après, le 1er mai 2018, c'est à la suite de ce mouvement qu'il y a l'affaire Benalla, voilà, et dans pas mal d'universités déjà, même un petit peu avant ça, il y a des groupes, des nervis d'extrême droite qui attaquent les universités. Certains disent, je ne sais pas si c'est complotiste ou pas, mais avec le soutien, en tout cas avec la bienveillance des forces de l'ordre et des préfectures, hein, Bah, puisque le préfet était au courant de... Voilà. en tout cas, Euh, si je peux me permettre aussi, dans les gens cagoulés qui ont frappé des étudiants dans l'amphi de la fac de droit de Montpellier, il y avait des profs de droit. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était les mêmes profs de droit qui discutaient à la sortie de l'AG pour dire non, ce n'est pas raisonnable. Voilà. Effectivement, tous les personnes cagoulées, presque, c'était des militants nazis Mm. et des profs de droit. Voilà. Comme Donc, dirait un ami, le effectivement. droit est à droite. Ouais, ouais, en tout cas, ceux-là, ouais, c'était pas des grands progressistes, c'était plutôt réseau Manif pour tous, d'après ce que j'ai compris. Des réseaux royalistes, moi, c'est ce que m'ont dit des étudiants de fac de droit qui étaient présents, m'ont dit, voilà, ces profs-là sont ouvertement royalistes, voilà. Donc, oui, c'était à la fois des profs de droit, des militants d'extrême droite, Ouais, parce qu'ils
Ils avaient besoin de faire une croisade contre quelques mecs en sarouel dans l'amphi, quoi. Je comprends la menace, quoi. Voilà. Il fallait agir, quoi. Il y avait un vrai péril pour la civilisation, quoi. Il y a, je pense effectivement, il y a cet aspect-là pour les profs de fac de droit. Hein. Philippe Pétel, à la sortie sur les caméras de France 3, dit: Je suis fier de mes étudiants. Hein. Donc, ça mérite d'être clair. C'est ça qui lui a quand même aussi causé pas mal de problèmes, en plus de l'agression, c'est ses déclarations. C'est-à-dire que pour lui, il considère ça comme naturel. Il y a, comme tu dis, des gens en sarouel avec des cheveux longs qui squattent un amphi avec des bières et des chiens. Mhm. C'est pas digne du standing de la fac de droit. Il faut évacuer un peu toute cette racaille sans ménagement. C'est tout à fait normal parce qu'on est quand même, Nous sommes des gens on est respectables, chez nous, on voyons. défend Tout l'institution, à le fait. prestige C'est Romano de dehors, l'institution. voyons. Voilà. Et donc ça a mobilisé Et donc ça, effectivement, ça a mobilisé pas mal de monde. Il y a eu une assemblée qui a été obligée de se tenir en plein air parce que l'amphi était trop petit. Il y avait à peu près 3000 personnes. Et unanimement, les personnes présentes ont décidé du blocage illimité jusqu'à la démission d'Emmanuel Macron. Donc voilà, avec cet aspect-là de OK, il passe aux choses sérieuses, nous aussi. Euh, et ça, effectivement, ça a lancé une dynamique au tout début, hein, avec des assemblées de lutte qui étaient organisées juste après. Quelques jours après, où il y avait pas mal de monde qui voulait participer au mouvement. C'était assez consensuel, ce blocage et cette grève. Je crois que dans pas mal de facs de France aussi, les images à Montpellier ont choqué plus que d'autres images. Il y a eu également des violences policières à Bordeaux, Aussi, oui. juste avant l'agression à Montpellier. Mais à Montpellier, c'est vrai que ça a choqué parce que c'est des profs de fac, c'est pas la police légitime qui a le monopole légitime Oui. de la violence. On est un peu au-delà. On est dans le fascisme. Euh, et donc, effectivement, ça a donné quand même une dynamique nationale. Ça a relancé un mouvement étudiant qui vivotait, mais qui avait du mal à prendre de l'ampleur. Et il y a eu ce blocage illimité. Et malheureusement, la dynamique qu'il y a eu au blocage illimité a rapidement été étouffée par le COMOB et les professionnels de la mobilisation. Macron parlait des professionnels du désordre, mais là, on est plus dans les professionnels de l'autogestion et de l'ordre autogéré que du désordre. Euh, Puisque, par les mécanismes qu'on a décrits juste avant, beaucoup de monde finalement s'est senti soit illégitime, soit a été dissuadé de s'impliquer davantage dans ce mouvement, même s'il y a différents cours qui ont été bloqués. Les gens avaient plus de temps, hein, c'est l'avantage de la grève, c'est que ça libère du temps pour pouvoir agir. Mais après un élan au tout début, c'est rapidement retombé malheureusement. C'est vrai qu'il y avait En plus, enfin, moi personnellement, je me suis, je suis venu à Paul Verry juste le lendemain. Enfin, pas le lendemain, mais Mm. peut-être l'AG à 3000 personnes, je l'ai pas vraiment vu où il y avait tellement de monde qu'on l'avait fait à l'extérieur. Je crois que je suis Ouais. venu le lendemain. Je crois que j'ai commencé à venir à Paul Verry le lendemain, Mm. vraiment de manière suivie, quoi. Parce qu'avant ça, Ouais. je venais tous les mercredis pour prendre des cours de philosophie en auditeur libre. Pour le DAU, enfin bref, des cours pas obligatoires mais que j'appréciais de prendre, on va dire. Enfin bref, et donc je suis venu le lendemain des 3000. Enfin, moi j'ai pas vu ça. Mm. Et je suis venu peut-être le lendemain ou le surlendemain de manière tous les jours, je venais à toutes les AG, à tous les machins. Et c'est vrai, en fait, il y avait ce côté un petit peu, ouais, le soufflet a retombé. C'est ce que je Mm. ressentais. Ouais. Ouais, ouais. Ensuite, bon, il y a eu quand même des difficultés pour élargir le mouvement au-delà de l'université. Hein. C'était un mouvement très centré sur la fac, avec des revendications finalement assez corporatistes, hein, où il n'y a pas de remise en cause de la sélection générale, encore moins du capitalisme, une défense de l'État face au marché, de l'université en tant que sanctuaire face à sa menace de privatisation, etc. etc. Un culte du savoir émancipateur, puisque il y a eu des cours substitutifs qui ont été organisés. Les cours substitutifs, en gros, c'est des profs de fac qui font leurs cours, mais devant personne, quoi, devant des étudiants qui ne sont pas les leurs, mais voilà.
C'était quand même assez inintéressant. C'était pas du tout des espaces de débat. Les cours substitutifs sont pas du tout transformés en discussion sur les perspectives, sur l'analyse du mouvement, sur ce genre de choses. Mm. C'était vraiment des cours de fac, quoi. Bon, en fait, Assez, c'était assez- voilà, c'était enfin, c'était pas une espèce de QG où en fait on pense de manière stratégique comment on Mm. fait pour que en face, enfin que le gouvernement recule. C'était juste un peu géré, osons le dire, un peu à la zob en fait. Hein. C'est limite géré comme une colonie de vacances. Hein. Les mecs, Mm. j'ai l'impression que le Commode s'est trouvé comme un peu comme des cons à gérer 3000 personnes. Ils avaient pas les épaules en fait, tout Voilà, simplement. tout à fait. Je pense qu'il y avait un côté. Les 3000 personnes ont en partie délégué au COMOP. Voilà, pour des raisons voilà, de délégation qu'on a expliquées avant. Et le COMOP s'est senti obligé comment dire, de gérer une occupation. Donc de faire des activités, comme tu dis, un peu du Club Med, du colonie de vacances. Mm. Et ces activités, c'était des cours substitutifs essentiellement. Il y avait eu un concert, un meeting, etc. Mais du coup, l'objectif du COMOP, c'était pas, bon, ok, maintenant, il y a la grève à la fac de lettres. Essayons d'élargir le mouvement en dehors des facs. Il y avait une grève des cheminots Ouais. au même moment, même si la grève des cheminots, il faut dire très clairement, c'était à l'époque une grève perlée contrôlée par la CGT. C'est-à-dire que la CGT avait dit, ouais, on n'est pas content, on fait grève, mais on vous donne le calendrier des jours de grève pour que vous puissiez aménager le nombre de trains pour que personne s'aperçoive qu'il y a une grève, quoi. Donc bon, c'était aussi Grosse grève. l'échec programmé, mais bon, il y aurait pu y avoir des tentatives de jonction, de convergence du côté Mais pour, des cheminots. oui, mais pour ça, il Il y a... aurait fallu se poser la question, tout simplement. Ouais, c'est-à-dire... C'est-à-dire Ah oui, oui. genre, on se dit, attends, j'imagine, on est le Commob, imagine, Mm. à deux, on est le Commob. On a 3000 personnes allant à l'extérieur du bâtiment et on se dit comment faire le coup d'échec, comment canaliser ces 3000 sans les prendre pour des Mm. cons, sans leur faire de la démagogie. On a 3000 personnes déterres qui viennent en réaction parce que des militants d'extrême droite royalistes, fascistes nous ont cassé la gueule à la fac de droit. Comment on fait pour les impliquer réellement dans un processus créatif Mm. contestataire et tout en joignant les bouts avec d'autres mouvements en fait. Ouais, ouais, tout à Même fait. pas, Ouais. je suis pas certain du tout qu'ils se sont posé la question. Je pense plus que Ouais. quand ils ont vu les 3000 personnes, ils se sont dit d'un réflexe, on est dans la merde, on sait pas comment les gérer. Je suis sûr qu'ils se sont dit ça. Je suis prêt à Voilà. mettre ma main droite à couper. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une démarche de dire bon, mais il y a 3000 personnes qui sont quand même un peu déterres. On va essayer de les impliquer, de faire en sorte de les mobiliser, même si on sait que c'est pas facile, hein. Ah oui, mais C'est enfin, clair que c'est pas évident. au Mais moins, au moins, on est dans cette démarche-là. oui, Et de dire, bon, mais il y a 3000 personnes. Alors peut-être, c'est vrai qu'il y en a qui bossent à côté, c'est pas évident, oui, mais voilà, c'est soit essayer de faire des actions en ville, soit les gens qui bossent à côté mais qui ont des problèmes éventuellement avec leur patron, de voir comment les aider, comment créer de la solidarité, etc. etc. Non, l'optique, c'était, ouais, comme tu dis, de comment garder le contrôle du mouvement et comment comment gérer occuper ces cette 3000 pélos université. quoi. Ouais, On n'est pas ouais. limite on dit ouais c'est un peu comme confier la présidence à Poutou. Bah à un moment donné c'est on veut vraiment lui saborder sa vie c'est ça. Le gars n'a pas la carrière du poste on va dire ça comme ça. Bon on va pas dire Mm, que Poutou non plus ne cherche à se faire élire on va dire c'est comme ça. Mais voilà ils ont vu 3000 ces 3000 personnes pas comme une potentialité de contestation mm, face à Parcoursup. Ils ont vu ça comme en mode panique en mode on sait pas ce qu'on fait. Au mode ouais, ouais. comment on va faire. Ouais. En fait, ils n'ont pas vu 3000 personnes vraiment intéressantes dire au lieu de se dire super, faut qu'on se creuse la tête, on va faire des trucs. On a 3000 personnes après suivant les emplois du temps de chacun et suivant ce qu'on va faire, suivant les sensibilités de chacun, ils ont vu ça comme une charge et pas comme une bonne Mm. nouvelle, je pense. Ouais, 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 c'est vrai que c'était assez problématique. Et les tentatives d'élargissement, il y avait notamment des étudiants et étudiantes qui étaient salariés dans une entreprise, une petite entreprise, et qui étaient en lutte par rapport à leur patron. Et ils avaient la bonne idée de venir à une assemblée de lutte pour en parler, pour dire voilà, on fait un rassemblement tel jour, telle heure. Et d'ailleurs, moi, je suis allé au rassemblement. Ensuite, ils ont occupé leur entreprise et tout. C'était vraiment, c'était pas mal, c'était assez combatif. Mais bon, c'est le genre d'expérience qui était un petit peu trop isolée.
C'est-à-dire que tout le monde n'avait pas ce réflexe-là de dire, bon, ben, il y a un mouvement de lutte dans la fac, comment essayer de créer une jonction entre la fac et mon quotidien au travail, quoi. Mhm. Et surtout, il faut bien le dire, les militants d'extrême gauche, ça ne les intéressait absolument pas, ce genre de lien. C'est-à-dire que le seul truc, là aussi, je pense qu'il faut en dire un mot, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils appellent la convergence des luttes. Les formules Alors, la magiques, ça convergence mantra des luttes, qui viendra jamais, ça. voilà, la convergence des luttes dans leur esprit, c'est un étudiant trotskiste, un cheminot trotskiste et un prof trotskiste qui sont réunis à la même tribune. Donc, c'est pas, voilà, c'est à peu près leur seule conception de la convergence des luttes, c'est en gros des secteurs, enfin des chefs ou des représentants de différents secteurs qui sont réunis au même meeting. Mais c'est pas du tout de créer des liens avec avec des salariés, avec des précaires, avec les étudiants, leurs problèmes au travail, etc. On n'est pas du tout dans cette dynamique d'élargir, de sortir de l'université, de créer des jonctions avec différents mouvements de lutte ou même d'essayer d'impulser des luttes là où il n'y en a pas. Mhm. C'est ouais, une espèce de truc, de modèle du parti politique, hein, avec des gens qui sont d'ailleurs dans les mêmes partis politiques, hein, dans ces meetings de convergence des luttes, qui a été organisé à Montpellier, dans pas mal de facs, par Révolution Permanente, où il n'y avait que des gens à la tribune de Révolution Permanente. Hein, voilà. Donc c'était un peu du spectacle, du folklore, mais qui n'est pas vraiment la volonté de créer des AG de lutte. Alors ça a été tenté notamment par une structure qui s'appelait la Coordination nationale de lutte, qui s'opposait à la Coordination nationale étudiante, la CNE, qui regroupe essentiellement des syndicalistes et des bureaucrates. Et la coordination nationale de lutte CNL était plus un espace pour créer des liens entre les différentes luttes finalement, que la fac que la fac occupée Mhm. soit pas un espace pour faire des meetings et des cours, mais un espace de rencontre pour s'organiser Surtout, et pour lutter, quoi, en gros. bah, Et comment surtout, on organise des actions de manière pratique, etc. surtout, Et ça a été refusé. bah, surtout, moi je pense surtout qu'on sorte de nos solitudes aussi. Tout à fait. C'est la lutte au-delà de l'aspect politique, de l'aspect contestataire, etc. La lutte, ça a été, enfin là, c'est là où je t'ai rencontré, c'est là où j'ai rencontré Mmh. même d'autres personnes. Ils et elles se reconnaîtront, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère. Déjà absolument fascinant. C'est à un moment donné, c'est comment casser, enfin comment aussi il y a cet aspect très ludique, très Mmh. festif aussi. C'est on rencontre des gens, ça papote, ça parle politique, ça parle changer le monde, mais de manière assez Mmh. sérieuse et pendant un blocage de fac et pendant une action concrète en fait. Et donc ça Mmh. permet un petit peu de sortir clairement de nos solitudes respectives. Et je pense que cet aspect de casser la solitude ou la routine nauséabonde et Mmh. désespérante, je pense que c'est un aspect qu'il faut pas négliger et qu'il faut vachement mettre en avant parce que les gens, enfin, sans vouloir, parce que là, on noircit le tableau pour les gens qui nous écoutent parce qu'à un Mmh. moment donné, il faut pas les prendre pour des idiots, il faut vraiment décrire vraiment ce que c'est. Limite, on noircit un peu le tableau pour vraiment qu'ils se rendent compte, on va dire ça, ils et elles se rendent compte. Mais aussi, ça peut être le militantisme, ça peut être aussi, enfin, même ce genre comment dire, de blocage de fac et autres, ça peut être aussi des actions extrêmement festifs, Mmh. extrêmement positifs aussi. C'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. Non, c'est alors là, l'aspect effectivement positif dont tu parles, Mm. c'est le principal aspect positif de cette mobilisation de 2018. Mm. Parce que les luttes étudiantes, les luttes en général, mais les luttes dans la jeunesse en particulier, ce sont avant tout des moments de politisation, Mm. où on rencontre des gens, où on discute, où on s'ouvre à de nouvelles choses, où on découvre de nouveaux débats, de nouvelles réflexions, etc. C'est un moment, effectivement, comme tu dis, qui permet de casser la routine de la vie quotidienne, où les cours s'arrêtent, la normalité du quotidien s'arrête, un moment où, voilà, un peu plus festif, un peu plus joyeux, un peu plus, voilà, ouais, ouais, où la vie devient un peu plus intense, comme dans beaucoup de mouvements sociaux, de grèves, etc., ont cette force-là qui est présente à tous les mouvements sociaux, même les plus réformistes, les moins ambitieux, etc., c'est que ce sont des moments
de rencontres, de discussions, de politisation, de joie aussi, de renverser un peu l'ordre existant, de reprendre un peu le contrôle de sa vie. Voilà, il y a effectivement cette dimension qui est très forte, euh, qui est la principale force de toutes ces mouvements, de tous ces mouvements sociaux. Et donc, Et ouais. c'est ce qui m'a, c'est ce qui moi, ce qui me, c'est sûr que la fin, en fait, j'avais envie de frapper le comme mob, arriver à un certain stade, en fait, parce que toute cette joie, toute cette pulsion, cette espèce d'allant extrêmement positif, leur job, c'était 90% du temps d'étouffer ça. Mmh. C'était, c'était, euh, c'était pour moi, Mais c'était une forme de meurtre quelque part. mmh. Mais à commencer par leur très grand esprit de sérieux Mm. et de paranoïa, hein, puisque plutôt que de faire des moments festifs, de faire de la lutte un moment joyeux, etc., c'était un moment sérieux où on assiste à des cours tout aussi chiants que les cours habituels, les cours substitutifs, et des moments où il y a une espèce d'université comme bunker. Alors dans notre ville, c'était peut-être vrai, mais qui était menacée soit par les fascistes, soit par des interventions policières, etc. Donc une espèce de climat paranoïaque de peur plutôt qu'un climat de bouillonnement, de renversement de l'ordre existant, de tenir tête un peu aux autorités et de faire ça un mouvement de joie. Mm. Et en plus, quand on revient à ce formalisme, à cette codification, etc., à cette pesanteur bureaucratique, c'est vrai que ça vide un peu le mouvement de son contenu joyeux, festif et transgressif. Et de toute façon, à la fin du mouvement, de toute façon, les flics sont rentrés, il y avait personne. De Oui, tout à fait. toute manière. Voilà, spoiler à la fin du truc, Ouais. quand les flics sont rentrés à Paul Valéry, il n'y avait plus personne de toute manière. Je Effectivement, ouais, pense ouais, qu'en termes de symbole, tout est dit là. puisque le Comob a dit, écoutez, c'est les vacances. Si on va faire une surprise aux flics, ils vont essayer de nous expulser, mais on sera déjà parti. Bon, ce qui évite effectivement les blessés, voilà, voire les morts fictives comme à Tolbiac. Mais par contre, oui, c'est une forme d'abandon de la lutte, d'une lutte qui de toute manière déclinait, hein. Je crois que ça a été évacué au Tout à mois fait. de mai, qu'il y a eu les principales évacuations. Il y avait déjà un déclin des mobilisations étudiantes, les partiels qui arrivaient, voire même les partiels qui étaient mis en place en ligne sur Internet. C'est ça, oui. Donc il y avait de toute manière un effondrement du mouvement. Mais de là à dire, écoutez, c'est les vacances, nous on part en vacances et on fera la rentrée sociale, c'est vrai que là, C'est c'était pas un moment c'est glorieux. pas très sérieux, c'est comme dire ouais je peux pas faire manif demain, je peux pas faire la révolution demain, j'ai piscine. Bon à un moment donné bon, Voilà. enfin c'est pas très sérieux. Et pour revenir sur le peut-être le et non, je ne parlerai on ne parlera pas du du hacking de la salle informatique de Paul Valéry, oui, je sais, mais je n'en parlerai pas, voilà. En tout cas, j'en parlerai qu'en présence de mon avocat. Tout simplement. On va pas parler du hacking du serveur de Paul Valéry parce qu'il y aura beaucoup à dire, mais c'est peut-être cependant, c'était peut-être un des moments les plus intéressants. Enfin bref. Donc voilà, je pense qu'on a posé un petit peu la chronologie comment dirais-je, du mouvement en tout cas de Parcoursup à Paul Valéry. Et maintenant, peut-être, on en est à peu près à un peu moins d'une heure de posa. Enfin, on a posé vraiment le contexte, qu'est-ce qu'un mob, qu'est-ce qu'une AG, comment ça se passe, etc. Comment il y a eu du monde, etc. En tout cas, du côté de Paul Valéry. Qu'est-ce la question fondamentale que dirait Lénine? Que faire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Je pense que Sylvain tire le premier. Ouais, bah alors c'est pas forcément évident comme question dans le sens où ouais, il y avait un contexte quand même très très difficile. Comme je disais, il y avait une grève des cheminots, mais qui était verrouillée par la CGT et ouvertement défaitiste, hein. Quand on pose un calendrier de jours de grève, c'est qu'on va vers la défaite, quoi. D'accord. Et qui n'imaginaient pas du tout gagner. D'ailleurs, ils n'ont pas gagné, donc voilà. Euh, donc il y avait cette piste d'élargissement qui n'a même pas été envisagée. Il n'y a pas eu de volonté de créer des véritables assemblées de lutte ouvertes à l'extérieur où on dit, OK, il y a eu un mouvement de grève et de blocage à l'université, en appelant à différentes personnes voilà, de venir, de s'emparer de cet espace pour se rencontrer, pour élargir les rencontres au-delà du milieu étudiant. Mhm. Ça a été fait, je crois qu'il y avait
des postiers en grève qui sont venus à la fac de Rennes. Enfin, ça a été fait de manière extrêmement marginale Mhm. dans d'autres villes. À Montpellier, pas du tout. Il n'y a pas eu non plus des étudiants qui sont salariés, qui ont des galères dans leur boulot, qui ont eu l'idée de venir en parler dans une AG pour trouver du soutien, pour trouver du renfort, pour essayer de se coordonner, de voir quel type d'actions peuvent être faits par rapport à tel problème précis. Voilà, par exemple, je sais pas, des gens qui travaillent dans la restauration ou dans les bars qui ont des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, de dire, bon ben ok, venez en renfort pour qu'on s'explique avec mon patron pour régler le problème, quoi. Il y a- La il y milice a- d'extrême gauche paye l'employé. Ouais, pas la mise, mais une forme de syndicalisme, de lutte un peu offensif, quoi, Oui, voilà, voire même de vu que. montrer en gros que par la force du collectif, ben, c'est à ça que ça sert le collectif. Oui, C'est que on est beaucoup plus fort que quand on est tout seul face totalement. à un guichet, Vo- face à un patron, en baissant les yeux, quoi. Oui. C'est que quand il y a d'autres personnes autour, bon, ben, c'est pas exactement la même chose. La peur change de camp, comme disent les Totalement. Et puis militants. même, je pensais, il y avait quelques militants de gauche qui étaient à la fac de droit. Je pense que dans le tas, il y avait peut-être un étudiant en droit du travail, quelque part, qui pouvait le Mhm. coacher, quoi, aussi. Aussi, Qui ouais, pouvait encadrer ouais, le truc tout à un peu fait. avec le groupe, Tout à mais fait. quand même, on envoie quand même en premier contact l'étudiant en droit du travail pour dialoguer, quoi, quelque part. Ouais, ouais, non, mais tout Ça à aurait fait. pu, Moi, non, mais ça aurait pu se faire. Et de souvenir, en fait, je, je sais plus, je crois que c'était un LEP ou je sais plus qui avait demandé de l'aide à Paul Valéry pour leur blocage. Et on n'a pas bougé, en fait, parce que c'est le common mob qui décide. Nous, on peut rien décider, tu vois. Et donc, oui, Mhm. c'est vrai que. De mon point de vue, je pense que je suis peut-être un peu plus peut-être enjaillé, peut-être un peu plus Mhm. naïf aussi en termes de solutions. Pour moi, ce qui est vraiment l'élément peut-être central, je pense, même pas qu'uniquement à Paul Valéry, mais je pense d'un point de vue plus général, il n'y a pas de communication. Mhm. Il n'y a pas, enfin, les mouvements de blocage, il n'y a aucune communication, il n'y a aucun média, il n'y a aucune chaîne, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de, on communique pas en fait. Les seules fois où on communique, c'est quand on se fait interviewer par France 3 ou par des médias autres. Mais déjà, à mon sens, au 21e siècle, qu'on fait un blocage, un social quel qu'il soit, faut Mhm. créer une plateforme en fait, il faut créer un média, même quand bien même ça serait un média temporaire, éphémère avec pas de gros moyens. Un micro-cravate, ça coûte 20 balles. Un adaptateur, ça coûte 5 euros. Puis tout le monde a eu enfin, pas un iPhone, mais en tout cas un smartphone pour se filmer, etc. Des lampes de chantier, ça coûte 20 balles. Donc à un moment donné, à très très peu de frais, on peut faire un truc pas trop dégueulasse. Bon, en plus, je monte un petit peu. Bon, le format audio ne prend pas beaucoup de place pour monter. Enfin bref, donc il y a vraiment des possibilités, même avec pas beaucoup de moyens. Et je pense que créer un média pour communiquer sur ce qu'on veut vraiment et ce qu'on veut Mhm. faire, c'est déjà me permet. Enfin, c'est un premier coup en fait pour communiquer. Je pense que maintenant un mouvement qui communique pas, c'est un mouvement qui est mort d'office, Mhm. peu importe le rapport Mhm. de force initial. Et c'est surtout aussi, bah, je pense que d'un point de vue beaucoup plus large, en fait, il y a eu très très peu de création. Je pense une petite web série sur un blocage de fac un peu humoristique, de manière humoristique, qu'est-ce qu'un blocage de fac, Mhm. ça aurait pu être extrêmement intéressant. Un groupe de folk, de rock, de rap, de slam, peu importe, Ouais. peut-être. La création, je pense qu'on n'a pas, modestement, je pense modestement qu'on n'a pas assez créé. Au-delà même du politique, de la stratégie politique, je pense que le ComMob a eu cet effet extrêmement pervers qui a eu d'étouffer les bonnes volontés. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. La communication à Montpellier, c'était quand même beaucoup dans les grands médias Mm. et essentiellement pour se poser comme victime du fascisme. Hein, Oui. donc, Bah, effectivement, alors moi, j'ai rien contre, hein, il oui, peut y bah, avoir un peu objectivement, c'était plus ou moins la situation quand même, hein. voilà, bon, on peut communiquer sur le fait qu'on est des victimes. Mais Ensuite, pas que ça, quoi. je pense qu'il faut faire autre chose à côté parce C'est que vrai, c'est vrai. juste dire on est des victimes, ça fait rêver personne. Ça incite Effectivement. pas les gens, ça incite les gens à compatir, on va dire, à dire oulala les pauvres, mais pas à rejoindre, à passer à l'action, à se mettre en mouvement, etc. Donc ensuite, moi je pense qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il y a très peu d'humour et d'autodérision dans ces mouvements étudiants. Il y a eu effectivement l'exception notable du chien de Tolbiac qui a fait des conférences de presse Mhm. avec des gens avec des cagoules roses.
Mais sinon, c'est vrai que bon, c'était très spécial en même temps. C'est une esthétique particulière, mais Ah oui, bon, bon, c'est le pourquoi folklore, pas? quoi. C'était la principale nouveauté en termes de Je crois même, communication je de sais ce plus, mouvement. la fac de Nanterre avait fait un sketch comme quoi un mec avait trouvé le capital de Marx par terre. Je crois qu'il y a eu Mhm. Tolbiac ou je sais plus quelle fac en région parisienne qui avait fait une série de sketchs qui était plutôt pas mal en plus. Bon, à Ouais. fait avec les moyens du bord, tu vois, mais Mhm. c'était plutôt pas mal en fait. Et ce truc-là, c'est pas du tout répandu en fait. Je pense qu'on a eu dans les commandes, on a eu affaire, je pense, en France globalement, on a eu affaire à des carriéristes en fait, tout simplement qui ne voient pas la Ouais. contestation Mhm. sociale comme étant un moyen quelque part de faire avancer les choses, mais comme en étant une opportunité pour faire une espèce de pseudo-avancement de carrière au sein de la secte, on va dire gauchiste, on va dire ça comme ça. Mhm. Oui, surtout qu'à la fac de lettres de Montpellier, il y a quand même beaucoup de gens qui font du cinéma, des gens qui sont dans la créativité artistique, etc. Et il y a pas eu comment dire, de lien entre cette approche un peu créative, artistique, et le mouvement en tant que tel. Là, Déjà, c'est-à-dire, le mouvement en tant que tel se voulait très sérieux et pas du tout, et victimaire, et donc n'incitait pas du tout à ce que les gens s'emparent de leur talent artistique pour faire vivre le mouvement. Et il n'y a pas eu d'initiative spontanée de gens qui auraient pu, même un peu bah, extérieurs, un peu moqueurs, parler de ce mouvement-là. Alors peut-être sur les réseaux sociaux, ça en parlait beaucoup. Mais moi, de ce que j'ai vu, c'était même est-ce qu'il y a cours ou pas, est-ce que voilà, jusqu'à quand sont nos partiels. C'était plus ce genre de préoccupation que vraiment un délire de créativité. c'est-à-dire que oui, bon, le Commob aussi, ils avaient vraiment mis ce griffe, enfin, cette espèce de chape de plomb en fait, ou ne serait-ce qu'avoir l'idée de faire ça en fait, c'était limite ça semblait hors de propos et hors sujet. Oui, ouais, tout à C'était fait. pas du tout l'ambiance, on va dire. Mm. J'avais une image enfin, de la contestation sociale qui était vachement inspirée de l'imaginaire des années 60. Bon, j'avais pas Guy Debord en tête, mais j'avais beaucoup, voilà, enfin voilà, l'imaginaire musical de cette période. Quand j'étais surpris du niveau de sérieux qu'il y avait. Ouais, ouais. J'étais pas choqué, mais surpris en fait. Et c'est là où j'ai fait un peu dans ma tête, vu que je sortais un petit peu des sectes à ce moment-là. Par exemple, j'ai fait le parallèle entre la secte et le politique, quelque part. Donc à un moment donné où ça rigole zéro. Ça ne déconne pas. Les gens ne sourient pas. Bon, j'en ai rencontré quelques-uns qui étaient marrants, enfin, mais Mm. c'était pas la norme. La norme, Oui, oui, non. c'était plutôt on est procédurier, nous sommes respectables, nous sommes dans les bonnes Mm. procédures, etc. J'ai vu beaucoup de gens qui se prenaient, beaucoup de petits bureaucrates en herbe, Mm. extrêmement ternes, sans talent et sans intelligence et sans culture. Donc à un moment donné, peut-être le seul talent, c'est peut-être de faire taire les autres. Et c'est un talent qui est assez méprisable, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, laissez-le en commentaire. Mais voilà, c'est peut-être dire aux gens, effectivement, peut-être dire aux gens qui nous écoutent, qui vont être mobilisés dans une fac ou qui veulent se mobiliser au prochain blocage. Si vous voulez le faire, c'est plutôt en groupe. Et surtout, soyez hargneux, ne lâchez rien. Si vous voulez créez en fait, tout simplement. Et quand bien même ce que dirait le Commob, etc., etc. Mm. Limite aussi, faites en sorte que ce truc-là soit contagieux. Faites en sorte que ce soit le Commob, que vous isoliez le Commob, que ce soit pas le Commob qui vous isole. C'est ça Mm. le mouvement qui est intéressant. Mm. Et je pense que c'est le seul mouvement qui vaille. Parce que si on fait pas ça, dans ce genre de mouvement, on ne fera que perdre. Et perdre en plus sans panache. Pour moi, c'est Ouais, terminé. non, peut-être effectivement la forme du COMOB ou du comité central est désuète, d'ailleurs, correspond pas du tout aux évolutions de la société ou quoi que ce soit. Je pense que plusieurs petits groupes affinitaires, plusieurs petits groupes qui s'organisent par rapport à une action précise. Par exemple, on a Mm. envie de faire un film, ok, ben, je capte d'autres personnes un peu dans le même délire que moi pour faire un film ou pour lancer une action, telle action, voilà, s'organiser, voilà, par rapport à des actions précises, Ouais. plutôt que de grands débats logistiques sur comment occuper un amphithéâtre. Voilà, c'est comment dire, voilà, qu'est-ce qu'être étudiant. Il y a des étudiants qui se défenestrent quand même, hein, mine de rien, par rapport à la misère, on va dire quelque part. Donc à un moment Mm. donné, c'est. Est-ce qu'on en a. Enfin, dans mon souvenir, on n'en a pas parlé de ça. On l'a pas traité dans 2018. Donc à un moment donné, Ouais, ouais, ouais. il y a une Il y forme, il y avait... a vraiment une forme assez il y a une forme extrêmement nauséabonde en fait dans ce genre de pratique. Il faut que vraiment que les gens le sachent, on va dire comment ça se passe concrètement, parce que c'est pas dit dans les livres. Et je vais peut-être même lâcher un petit tac, ce n'est pas les gros youtubeurs de gauche qui vont vous le dire, bien évidemment, quand même. Donc on va pas tacler, on va pas donner les noms, mais quand même, je pense qu'ils se reconnaîtront. Il et elle.
Donc à un moment donné, donc comment dire, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'absolu? Bah c'est créer, chers amis, créer et isoler ce comme mob à chaque fois en fait, faire en sorte qu'ils soient isolés quoi. C'est facile à dire. C'est facile à dire, je n'ai pas de baguette magique pour façonner la réalité quelque part, mais à un moment donné, si on veut vraiment partir d'un constat froid et immédiat, c'est ça le constat et c'est ça la solution. Après, comment l'appliquer? J'avouerai que chacun l'adapte suivant ses possibilités et comment vous êtes aussi quelque part. Et donc c'est pour ça, partager tout ce qui est contenu sur cette chaîne et sur d'autres d'ailleurs, enfin bref. Mais à un moment donné, faut d'une manière ou d'une autre, il faut aller voir qu'on reprenne la main parce que ce qui s'annonce va être assez grave, je pense. Hmm. Ouais, non, moi j'insisterai dans la même veine sur le débordement des syndicats et des sectes d'extrême gauche. C'est vrai, ouais. Je pense que quand un mouvement ne prend pas beaucoup d'ampleur, reste minoritaire, il est très facilement verrouillé par les syndicats. Et dès qu'un mouvement, dès qu'une grève prend un peu plus d'ampleur, s'élargit à d'autres secteurs, se diffuse, etc., il y a une forme de débordement, une forme de spontanéité, de créativité qui surgit et qui fait un peu la force du mouvement. D'autant plus qu'aujourd'hui, faut le dire, on a beaucoup parlé du rôle des bureaucrates, du COMOB, etc. Mais en termes numériques, en termes de force militante, tout ce qui est syndicat, a fortiori syndicat étudiant ou parti politique, est devenu dérisoire. C'est devenu quelque chose qui n'a aucune influence sur la société. La CGT, on sait qu'aujourd'hui, est incapable de lancer un mouvement social interprofessionnel. Ils ont tenté, ils tentent, ils font des journées d'action isolées, ça échoue. Voilà. Je pense que l'avenir est au débordement et est au mouvement un peu plus sauvage, un peu plus spontané, un peu plus créatif que des mouvements, on va dire, construits par des militants et qui sont là pour rester un petit peu dans un cadre formel, corseté, qui mène pas bien loin. Et c'est surtout en fait le blocage, je dirais le prochain blocage ou le prochain mouvement social se joue maintenant. C'est maintenant qu'il se fait. Donc à un moment donné, c'est déjà se renseigner quelle est la lutte réelle, quelles sont les vraies pratiques réelles, etc., etc. Donc à un moment donné, j'ai un peu cette vision un petit peu une contestation sociale intelligente, ça se prépare comme un pot-au-feu quelque part. C'est vraiment avec de la patience et les gens, on ne naît pas avec un savoir théorique, on ne naît pas avec quels sont les pièges politiques. Ce savoir, Mm. en fait, on l'apprend quelque part. Donc à un moment donné, autant l'apprendre maintenant pour la prochaine fois au lieu de l'apprendre sur le tas. Et puis après dire que finalement on a loupé la fenêtre en fait. Là c'est ce qu'on est en train de faire rétrospectivement. En fait on a si je savais ce que je sais aujourd'hui à l'époque, ma conduite aurait été extrêmement différente je pense. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est pas déraisonnable de penser, qu'on aurait pu peut-être changer quelques trucs hein, quand même, que c'était pas perdu d'avance. Je me refuse à cette pensée. Donc, Ensuite, juste un point. oui. Je pense que s'il y a autant de problèmes qu'on a évoqués dans les mouvements étudiants, Mhm. c'est d'une part qu'il n'y avait pas de mouvement étudiant d'ampleur depuis la période 2006-2010, Mhm. que le mouvement de 2016 était largement sorti des facs, était Mhm. d'ailleurs plus lycéen qu'étudiant. D'accord. Et surtout que dans le milieu étudiant, il y a très peu de mémoire des luttes. C'est-à-dire que les gens arrivent en première année ou voilà, les gens restent 3 ans à la fac, donc les gens qui sont à la fac à l'heure actuelle n'ont jamais entendu parler du mouvement de 2018. Et donc, il n'y a pas vraiment de mémoire, d'analyse des luttes, tu vois, toute cette réflexion, bon, qui n'est même pas menée dans les mouvements, mais de euh, quel bilan on fait des luttes passées, quelles erreurs on a pu faire et qu'on pourrait éviter. Voilà, tout ce type de réflexion dans les mouvements étudiants, alors dans les mouvements classiques type CGT, c'est évacué, mais dans les mouvements étudiants, c'est encore plus compliqué que les gens n'ont pas forcément la mémoire, le souvenir des mouvements précédents. Bah, c'est surtout, je crois que ça fait penser, il y avait l'historien Pierre Vidal-Naquet, c'est un historien qui a vachement contredit les négationnistes comme Florisson, etc., qui avait participé à mai 68 et qui avait fait un énorme bouquin justement, qui avait écrit durant mai 68. Et il y a une mémoire militante, mais elle est trop éparse, elle est pas entretenue en fait. Et à un moment donné, il Mm. faut c'est pas que nous qui parlons comme de glands, on va dire moi et Sylvain, c'est vous les gens qui nous écoutez. À un moment donné, quand il y a une contestation sociale, faites en sorte qu'il y ait une trace visuelle, audio, écrite,
ou même les tracts, Mhm. conserver les tracts en Ouais. fait, quelque part. Et il y a une vraie démarche, pas juste d'historien de témoignages, mais aussi d'acteurs actifs aussi. À un moment donné, l'anarchisme, ce n'est pas que des livres, ce n'est pas qu'un outil d'interprétation. Comme disait Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde sans essayer de le changer. Donc à un moment donné, il conviendrait peut-être, chers amis, de peut-être un peu moins interpréter, un peu plus agir quelque part. Donc à un moment donné, je pense je pense qu'il n'est pas non plus déconnant de quand il y a une lutte sociale, effectivement, quelle qu'elle soit, il faut qu'il y ait une trace, il faut qu'il y ait quelque chose il faut qu'il y ait un retour critique, une espèce de truc là où on n'a pas été bon, on a été mauvais, etc., etc. Bien que je pense que il y a un certain dans les luttes sociales, je pense qu'il y a un pattern dans quoi on a été mauvais. Je pense qu'il y a des sujets qui reviennent assez souvent mine de rien. Les stratégies de mise sous tutelle de la contestation, d'étouffer les voix d'ici, les voix un petit peu contestataires, etc., qui veulent radicaliser le mouvement pour de bonnes raisons. Je pense que c'est un processus assez universel dans ce genre-là. Donc, et n'hésitez pas à me dire comment si vous avez vécu le mouvement 2018 dans les commentaires, comment, ce qu'on avait vécu, etc. Quoi. Mhm. Ouais. Là, on a un peu la dent dure parce que moi, ça me replonge un petit peu quand je me suis fait berner, en fait, tout simplement. Je me suis fait berner comme dans la secte, en fait. On m'a joué du pipeau, on m'a mis un peu de côté, et puis j'ai un peu marché, enfin, j'ai un peu clairement marché sans même combattre, en fait. Donc, à un moment donné, c'est ça aussi, il y a ce côté un peu assez humiliant, on va dire. Et donc, je voudrais que ce truc-là, en fait, soit, pour les prochaines fois, ne se reproduise plus. Au-delà de l'humiliation personnelle, je voudrais qu'aussi, il y a peut-être aussi un moyen de peut-être gagner, d'avoir gain de cause. Ou même si on perd, au moins, je veux qu'en face, ça tremble un peu, quelque part. Parce que là, les mecs, ils passent comme dans du beurre et c'est juste intolérable. Ouais, ouais, non, moi je suis d'accord et je suis très curieux de lire des témoignages sur ce mouvement-là, s'il y a des gens qui l'ont vécu à l'époque Mm. à Montpellier ou dans d'autres villes, de savoir Surtout, ce ouais. qu'ils en ont passé, ce qu'ils et elles en ont pensé, voilà, avoir un peu des points de vue là-dessus, de voir comment ça a été ressenti. Voilà. Je pense que c'est intéressant et c'est vrai que ça existe très peu. Moi, je me souviens au moment du CPE, il y avait tout un tas de brochures info-kiosques Mhm. sur les mouvements étudiants, lycéens qui avaient lieu juste avant. Il y a même beaucoup de brochures sur le site InfoKiosque en ce qui concerne le mouvement CPE dans différentes villes, etc. Mhm. Sur ce mouvement de 2018 et sur les mouvements sociaux plus récents, bon, à part les Gilets jaunes qui a provoqué toute une littérature sociologique, académique importante, mais bon, Mhm. pas forcément de Gilets jaunes eux-mêmes qui ont écrit d'ailleurs, Mhm. mais bon. Mais sinon, ouais, il y a pas vraiment cette démarche de témoigner, d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé, les forces et les faiblesses dans les mouvements sociaux. C'est un petit peu dommage que ça se soit perdu. Par exemple, si on est étudiant en histoire, ce serait pas absurde de collecter comme un historien. En fait, l'histoire Mhm. s'écrit maintenant, en fait, quelque part. Si on est, je sais pas, étudiant en lettres modernes, écrivons les pamphlets. Si on est étudiant en cinéma, on fait des documentaires, etc. Même, quand bien même, ce sera un documentaire sur la misère étudiante, même si c'est pas un message très positif. Mais à un moment donné, il faut. Alors, l'idée principale de cet entretien va être résumée dans cette phrase. Sortez-vous les doigts du cul. Voilà, c'est simple, clair, net, précis. On va direct à l'essentiel. Je sais pas ce que t'en penses, Sylvain. Ouais, non, moi je suis pas, je dirais pas les choses comme ça. Je pense que c'est important effectivement d'essayer de s'organiser avec Mm. d'autres personnes, même avec des amis, de participer à des mouvements un peu plus larges, que c'est un moment pour reprendre le contrôle un peu de sa vie quotidienne, hein, C'est c'est vrai. sûr, qui permet de briser un peu la routine et de reprendre un petit peu le contrôle. Donc c'est important, enthousiasmant, joyeux, émancipateur, même si le terme est galvaudé, Mhm. de participer à ces moments-là. Totalement, et ça permet un petit peu en moins de toucher du doigt peut-être un autre, enfin même si c'est l'espace d'un instant, qu'un autre monde est possible, et en tout cas peut-être cette espèce de... Je l'avais ressorti comme ça pendant, je crois, après la grosse manif du centre-ville, je sais pas si tu te souviens. Non, non, La c'était... manif du centre-ville quand même. Ah oui, oui, effectivement. Je sais avec le Nespresso. pourquoi, D'ailleurs, pourquoi les totos ont niqué le Nespresso, j'en sais rien. Ils avaient tagué un Waddle. Alors, faut savoir, en fait, dans cette manif à Montpellier. Enfin, tu veux peut-être raconter, Sylvain, parce que là, j'ai un Vas-y, second. vas-y, raconte. Ouais. Oh, tu vas dire que j'exagère après. Voilà, c'est en fait, voilà, c'était au du parc du Pérou. C'était une manif, pas comme d'autres, en fait, que j'ai pu, bien que j'avais jamais fait de manif avant. Les quelques manifs que j'avais faites étaient très bien. Enfin voilà, on n'était pas spécialement gazé. Donc là, sauf que là, au parc du Pérou à Montpellier, enfin, c'est là où ça, en général toutes les manifs.
en tout cas les grosses manifs, et il y avait les caméras de France 3 Région qui interviewaient quelques militants de la France Insoumise, etc., qui se battaient pour voilà, faire une analyse du mouvement, pour les revendications, etc. Et donc il y avait le cortège de tête, la manif commençait à avancer, on avait fait 3 mètres, les flics nous ont gazé direct. Il n'y a eu aucune forme de pitié, ça annonçait un petit peu la couleur. Et donc, là, c'est les premières gaz lacrymogènes, etc., etc. Enfin, peut-être faire une émission plus tard sur comment bien agir en manif. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, on était dans le centre de Montpellier et il y a eu pas mal de, les totos habitués, les totos sans vouloir, je leur crache pas dessus, bien évidemment, je les embrasse. Voilà, ils commençaient à cramer les distributeurs de tickets pour le tram, et ils commençaient à caillasser des agences, des banques, des assurances, tout ce qui représentait un petit peu le capital. Et puis, il y a même eu un passage où on était pris, on était nassé dans les petites rues historiques assez étroites, où là j'ai ressenti vraiment l'espèce de mouvement de panique en fait, quand il y a des gens les mecs, les gendarmes, ou les CRS, peu importe, vous braquent avec leurs armes à moins de 10 mètres dans une rue extrêmement étroite et vous êtes extrêmement nombreux. Les mouvements de foule et les mouvements de panique, j'avouerais que là ça monte assez rapidement, quoi. Et c'est là où ça devient le plus dangereux. Donc enfin bref, et donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, voilà, dans le centre-ville, ils ont un peu tout retourné. Il y a même une espèce de magasin d'Expresso qui a été caillassé, je ne sais pas pourquoi. Et puis voilà, ils ont fait un tag avec marqué d'Expresso What else avec les trucs cassés. C'était hilarant au possible. Quoi d'autre encore? Et puis voilà, avec des forces de l'ordre extrêmement disproportionnées. Je ne sais pas si tu peux le confirmer. Ouais, ben, ensuite, c'est vrai il y avait un peu les autonomes de toute la France qui s'étaient donné rendez-vous, puis Mm. c'était la coordination nationale de lutte qui appelait à se réunir à Montpellier. C'était un peu après l'agression à la fac de droit. Donc Montpellier était un peu une ville symbole de la contestation étudiante à ce moment-là. Et donc, ouais, il y avait des groupes de différentes régions de France, de différentes facs de France qui étaient venus. Et en même temps, dans un mouvement dans lequel il y a très peu de manifs, finalement, il y en aura eu très peu. Mhm. Il y aura eu cette manif un samedi après-midi, hyper visible, très sympa, etc. Euh, et effectivement, au niveau du dispositif policier, ils avaient prévu le coup. Ouais. Pour le coup, ils n'ont pas été pris par surprise. Et il y a eu aussi une espèce de rafle, une vague d'arrestations avec des bus qui ont été affrétés pour emmener les gens en garde à vue. Donc il n'y a pas eu de conséquences judiciaires, heureusement, il n'y a pas eu de procès, mais il y avait quand même une volonté d'intimider tous ces jeunes qui manifestaient pour beaucoup pour la première fois, ou en tout Mhm. cas qui n'avaient pas manifesté souvent avant. Ouais, il y avait l'objectif, c'était d'intimider comme dans les manifestations lycéennes. Hein, les policiers sont assez dissuasifs quand ils font une chasse aux lycéens à coups de flashball. C'est vrai que l'objectif, c'est de dire bon ben la prochaine fois que vous voulez descendre dans la rue, on va vous faire mal. Et c'est vrai que bien que j'ai eu des échos, des gens qui ont été mis en garde à vue, ils gueulaient toutes les chansons militantes dans le commissariat, même je crois de souvenir, ils disaient le commissariat est à qui? Il est à nous. Enfin voilà, c'est ils ont été insupportables, même en garde à vue. Mais je me souviens de la rafle. Je me souviens, j'ai été chopé par exemple au Carrefour Market, pas très loin de Paul Valéry. Ouais, ils avaient gazé en fait, et on s'était réfugiés comme des abrutis dans le magasin, un peu par panique en fait. Et puis voilà, il y avait même une grand-mère dans le magasin qui avait extrêmement peur que les flics entrent et la tapent. Alors qu'elle avait rien à voir avec le mouvement, mais elle était là, c'était, je suis sûr que, c'est horrible de dire ça, mais lui, voilà, des résurgences de la rave du Veldiv, tu vois, c'est à la vue d'une espèce de Robocop arriver dégainé à tout va comme des cow-boys. Ça lui a peut-être rappelé une guerre mondiale à la grand-mère, je sais pas, mais elle avait l'air extrêmement paniquée. Je me souviens, il y avait un étudiant qui la rassurait, qui lui faisait un câlin, qui la rassurait, qui lui parlait, qui lui tenait la main, etc. Mais c'était violent, quoi. Mais pourtant je sais, j'ai une vague idée de ce que c'est que la violence policière, mais là ça m'a clairement je pensais pas que c'était à un tel niveau d'impunité en fait, parce que quand on se fait serrer, c'est les insultes, petite fiotte, baltringue, assume, c'est le Mm. connard de gauchiste, etc. Alors là c'est festival là par contre, hein. Oui, c'est la police. On appelle Voilà, ça la police, pour effectivement. dire aux gens voilà Ouais, jusqu'où va ouais, tout à l'impunité, mais en fait. même temps on dit un sujet évident, mais qui est bon quand même de rappeler. Ouais, ouais, la police peut être raciste aussi pour Oui.
pour pas mal de monde, des insultes racistes. Ouais, ouais, non, C'est- bah, la police est là pour empêcher que les gens se révoltent, hein. C'est le maintien de l'ordre. Oui, en plus, ouais, c'est Donc, que ça. Et ouais, comment dirais-je, peut-être, enfin voilà, on a fait un peu le tour de la chose et des propositions un petit peu magiques quelque part aussi, osons le dire. Et je crois que tu as eu enfin, on en a parlé un peu avant l'émission, tu as eu juste des nouvelles d'une personne du ComMob de Paul Valéry. Qu'est-ce qu'il est devenu? non, non, moi j'ai pas de nouvelles de gens du COMOB. Alors les gens dans les partis politiques ont suivi leur carrière, mais non, ouais, je sais pas du tout ce que sont devenus À part les un, je gens du crois. COMOB, à part une personne qui a Révolution Permanente. Mais sinon, ouais, c'est pas, Ils sont, ils sont il y a retournés pas. ils sont retournés de l'anonymat qu'ils n'auraient jamais dû quitter, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, il y a ce phénomène un peu là que j'ai vu un petit peu après avec les Gilets jaunes, c'est que c'est comment dire, le moment de célébrité. Les fameuses, la phrase d'Andy Warhol sur les 15 minutes de célébrité. Oui. C'est des moments un peu grisants pour des militants qui prêchent dans le désert et qui, là, se retrouvent un peu dans un rôle important. Euh, mais ça, à la limite, comment dire, ça, c'est compréhensible. Ça me Ouais. pose pas de problème. C'est C'est limite, plus ouais, là. ce côté un peu, voilà, ce côté un petit peu comme enivrant, mais bon, à chaque fois, ça se Ouais, fait au détriment de la lutte collective. Enfin, à chaque fois, en tout cas. voilà. C'est ça qui est gênant. Ça fait. Ce côté un peu ego trip, à la limite, pourquoi pas, mais que ça se Ouais. fasse pas au détriment du reste, quelque part. Voilà, c'est ça. C'est que pas garder en tête quand même la démarche collective, l'auto-organisation, etc. Voilà quoi. Pour ensuite que les gens fassent des Facebook Live comme les Gilets jaunes, en leur nom propre, etc. Ça, c'est pas gênant. C'est quand ils prétendent représenter le mouvement dans leur ensemble en tenant des propos antisémites et complotistes que ça devient plus gênant. Oui, quand ils invoquent sera le président, quoi. Enfin bref. Ouais. Là, par contre, c'est autre chose, quoi. Mais ouais, je pense on a plutôt bien fait le tour, je pense. Qu'est-ce que t'en dis, non? Ouais, ouais, c'est bon. Oh là là, donc là on a versé un peu de sel, chers amis. Là, je tiens à dire que Sylvain ne s'associe pas totalement à mes propos. C'est- Pour sa réputation, voilà, on essaie de on maintient les choses. Donc enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.